Bonjour Jacques Mistral. Bonjour. Vous revenez nous parler de votre livre « La science de la richesse », essai sur la construction de la pensée économique. C'est vrai que c'est un ouvrage très dense, donc c'est dur d'en parler en une seule émission. Alors, vous avez été haut fonctionnaire, dirigeant d'entreprise, vous êtes économiste, conseiller spécial à l'IFRI, vous enseignez à Sciences Po, vous avez donc toute une palette de points de vue. Alors, vous parlez notamment du divorce entre l'économie et le politique, de l'incapacité à modeler une économie soutenable socialement. Alors, c'est vraiment très caractéristique de notre époque et c'est la désencastration de l'économie décrite par Cal Polanyi à propos des effets du capitalisme sur les sociétés au XIXe siècle et qui a facilité, on le sait, la montée des idéologies totalitaires. Alors, vous consacrez donc un chapitre à l'économie qui serait réencastrée, celle que nous avons d'ailleurs déjà connue dans les médias après-guerre. Alors, est-ce qu'au cours des dernières années, on peut dire qu'on a vécu à nouveau un divorce polanien, c'est-à-dire entre la politique et l'économie? La première, la politique semblant impuissante à maîtriser l'économie. J'aime bien votre expression du divorce polanien. Premièrement parce que c'est une façon de reprendre la lecture de Karl Polanyi, effectivement, qui apporte beaucoup à la compréhension du monde contemporain. Et puis parce que le mot de divorce, lui, eh bien, il est exactement adapté à la description de la situation actuelle. C'est la thèse principale de mon livre, c'est que nous vivons un divorce de la pensée économique et de la philosophie politique. Alors, à propos de encastrement, désencastrement, quand même, soyons précis si vous voulez bien, et disons quelques mots rappelons brièvement le contenu de la thèse de Polanyi. C'est une thèse qui distingue la société moderne, au sens des historiens, celle qui connaît le capitalisme et l'État-nation, qui distingue cette période des périodes antérieures, au Moyen-Âge en particulier, dans lesquelles le pouvoir économique, le pouvoir politique et la richesse économique étaient confondus. Le seigneur féodal, c'est, comme disait Duby, c'est à la fois un chef politique et un exploitant, un employeur économique. Alors, et d'ailleurs, sur le plan intellectuel, c'était reflété dans le fait que la scolastique présentait en commun et le pouvoir et la richesse sous la tutelle de la religion. Donc ce qui s'est produit à partir avec le développement du capitalisme et de l'État-nation, c'est la séparation de ces deux sphères. Donc l'économie s'est désencastrée, effectivement, elle est devenue partiellement autonome, mais la politique également. Et donc ce qui est le bon point d'observation du changement social depuis 2 siècles, c'est de se situer à l'intersection de ces deux problématiques, celle de la dynamique économique d'un côté et du changement politique de l'autre. Et quand on aborde le passé ou le présent dans ces termes, on voit qu'il existe des combinaisons de ces deux sphères, des combinaisons sur le plan opérationnel, réel, mais aussi sur le plan intellectuel, qui sont très différentes. Les 30 Glorieuses, par exemple, la suite de ce que vous évoquiez à propos de Keynes et de l'économie réencastrée, c'est une façon très typée d'organiser ce lien entre les sphères économiques et politiques. La politique économique encourageant le développement du fordisme et le fordisme produisant des gains de pouvoir d'achat, une amélioration des conditions générales d'existence qui justifiaient, légitimaient les choix politiques. Il y a certains pays qui réussissent mieux que d'autres. On oppose souvent les modèles des uns et des autres. Bon, il y en a qui s'effondrent, au contraire, qui aboutissent à l'échec. Donc on voit que cette jonction est un point d'observation extrêmement important. Doit-on aboutir à l'idée que le divorce actuel, dont on va parler encore, mais que ce divorce, on pourrait le résumer en disant que la politique ne maîtrise plus l'économie. J'ai peur que vous ayez employé cette formule. Oui. Si c'est le cas, permettez-moi de dire que je considère que la formulation est très trompeuse. Parce que personne ne résumerait le fordisme en disant que la politique maîtrisait l'économie à l'époque.
Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que pour que les choses marchent bien, il faut qu'il y ait un lien, une cohérence, une concordance entre les deux sphères, entre les deux représentations du monde que sont la politique et l'économie. Et donc, aujourd'hui, s'il y a divorce, eh bien, c'est que les deux sphères sont dans un état de décrépitude poussée. L'économie ne délivre plus ce que les agents économiques attendent, mais la sphère politique également est en déshérence et ne délivre plus les résultats que le citoyen attend. Donc il faut adopter ce point de vue symétrique. C'est un divorce au tort partagé, en fait, en quelque sorte. Absolument, voilà. Alors, dans quelle mesure est-ce que la flambée des mouvements populistes qu'on a vus aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans beaucoup de pays européens, l'Italie, aussi la France avec le Rassemblement national, etc., a été favorisée par ce divorce de l'économie et du politique ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'en est même, on pourrait dire, l'expression synthétique la plus manifeste. Et ce qui est intéressant, pour pousser progressivement la compréhension de cette période que nous vivons, ce qui est intéressant derrière ces mouvements populistes, c'est d'observer que nulle part, ils correspondent au schéma des mouvements sociaux traditionnels. C'est vrai en Grande-Bretagne, où c'est le Parti conservateur qui est à la tête des protestataires populistes pour se défendre de M. Farage. C'est vrai aux États-Unis, où c'est un milliardaire qui représente les déshérités du Middle West. Et c'est même parfaitement vrai en France, avec les Gilets jaunes, dans lesquels les centrales syndicales ont été absolument absentes, et où on n'a pas retrouvé non plus les catégories sociales dont on entend parler couramment, les agriculteurs, les transporteurs routiers, les jeunes en difficulté des banlieues, etc. Non, tout ça, c'est d'autres catégories sociales. Et donc, il faut partir de là. Si on aborde le populisme et les Gilets jaunes en France en disant c'est une nouvelle forme, comme dans le prolongement des luttes qui ont été menées contre le libéralisme, le capitalisme et le néolibéralisme, on fait totalement fausse route, à mon avis. Il faut prendre un angle, une vision différente, qui, je crois, est celle qui se développe depuis plusieurs années chez les sociologues, chez les philosophes politiques, et qui est l'idée d'une société des individus, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, le divorce qu'on évoquait, on peut le voir, le divorce entre économie et politique, on peut le voir entre les programmes politiques et les réalités de la vie économique, mais on peut le voir aussi en chacun d'entre nous. Dans une société d'individus, chacun est à la fois et distinctement un agent économique qui a des intérêts économiques, son pouvoir d'achat, son emploi, sa mobilité, etc., ses enfants, sa retraite, tout. Et puis un citoyen qui défend des valeurs, des idées, qui a des ambitions pour lui et pour son pays. Parfois des passions. Et donc, il faut convenir que cette société des individus, à l'heure actuelle, est dans un état de bouleversement complet dans lequel chacun est lui-même divorcé, si je puis dire, entre ce qu'il est comme citoyen et ce qu'il est comme agent économique. Et par conséquent, c'est ce qui fonde, je crois, les analyses de tous ceux qui mettent en avant, comme le dit François Dubé, le retour des passions tristes, c'est-à-dire la peur, les frustrations économiques, le ressentiment à l'égard des autres, le manque de confiance. Donc tout cela est ce dans quoi nous vivons, et c'est ce sur quoi se fonde le projet politique de tous ceux qui manufacturent le mécontentement populaire, l'agrègent et aboutissent à ces mouvements populistes. Et qui profitent de ce divorce, en quelque sorte, pour fédérer des acteurs qui n'ont pas grand-chose en commun à part la colère. À part la colère. C'est la colère qui fonde cela. Et à ce propos, je me permets de citer un livre qui m'a beaucoup frappé, qui analyse en détail, à la fois sur le plan des comportements individuels et des manipulations politiques, qui analyse ce divorce, qui s'appelle Les ingénieurs du chaos. Alors, quel signe voyez-vous quand même, soyons optimistes, d'une meilleure harmonie désormais entre le projet politique, l'évolution de l'économie Est-ce que vous les voyez apparaître déjà ? Au risque de vous décevoir, à l'instant présent, je ne vois aucun signe. Je ne vois aucun signe parce que il faudrait pour cela qu'on surmonte le divorce. D'accord. Alors, tâchons de poser clairement les termes, et puis après, j'expliquerai pourquoi, non pas dans l'immédiat, mais on peut espérer retrouver une cohérence.
Sur le plan économique, l'économie déçoit. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il y a une méfiance généralisée à l'égard de la façon dont fonctionne l'économie, puisque en régime capitaliste, l'efficacité, qui est la condition nécessaire pour que les choses tournent bien, l'efficacité s'identifie facilement au profit. Et donc, à la responsabilité des capitalistes dans le fait qu'ils poursuivent juste leur intérêt personnel. Donc la première chose à faire, ça serait de substituer à cette idée d'économie tournée vers le profit, une économie dans laquelle le profit sert une notion d'intérêt général. Donc il faudrait définir une notion d'intérêt général, ce n'est pas l'économie qui vous la donne, on va arriver à la politique. Et l'imposer à l'économie. Voilà. La deuxième chose, c'est il faut une distribution des revenus qui reflète d'une certaine manière la contribution de chacun au bien commun, au intérêt général. Et donc, il faut aussi parvenir, là aussi c'est un problème de choix politique. Et troisièmement, il faut dégager une vision d'avenir dans laquelle on arrête de ne voir l'avenir que sous forme de destruction de la planète et de restructuration dictée par les importations venant de Chine. Donc c'est ça le programme qu'il faudrait définir pour encastrer l'économie. Et elle l'a fait dans le passé. Tout ce que je viens de dire, une vision partagée de l'intérêt général, on a eu le plan, une vision raisonnable de la hiérarchie des revenus, on a eu le cercle, et une vision de l'avenir, l'industrie, les services collectifs, le bien-être, les territoires, on l'a eu aussi dans le temps. Donc ce n'est pas le cercle, du tout c'est le centre d'études des revenus et des coûts. Voilà. Ça. Et donc, de même qu'il y a eu le plan, il y a eu des conférences salariales aussi, il y a eu des négociations Exactement, sociales et des contrats sociaux. Politique des revenus, voilà. Donc tout cela a existé, c'est possible. Mais le problème actuel n'est pas que l'économie serait incapable de s'inscrire à nouveau dans des schémas de ce genre. On peut très bien concevoir une économie, comme le dit Piketty, avec une répartition des revenus dans les entreprises qui soit de 1 à 15 ou 1 à 12 ou 1 à 18 plutôt que de 1 à 400. Ça pourrait très bien marcher. Le problème, quand même, à mon avis, c'est plutôt que, justement, en même temps que la méfiance à l'égard de l'économie de marché, la société des individus a détruit la confiance dans la démocratie. Et elle l'a détruit de manière, malheureusement, systématique. J'ai évoqué 3 points pour le marché, mais j'ai 3 points aussi pour la démocratie. Comment fonctionne une démocratie vivante et bien organisée ? Eh bien, elle fonctionne d'abord avec l'élection. Il est sûr que l'élection est une épreuve pour la démocratie, parce que si on est, comme vous avez mentionné Michel Rocard, si on parle vrai... On ne gagne pas les élections. C'est vous qui le dites. J'ai bien compris. Et oui. Et donc, pour être élu, il faut se laisser aller à quelques phrases un peu audacieuses. Par exemple, mon ennemi, c'est la finance. Alors, les gens croient ça au premier degré, c'est pour ça qu'ils votent. Mais évidemment, le lendemain... arrive la déception. Donc l'élection est viciée. Ensuite, pour... Mon adversaire, il avait dit, François Hollande. Mon adversaire. Mon adversaire. Heureusement que vous corrigez. Voilà. Ensuite, il faut débattre, puisqu'il faut délibérer, parce que tous les sujets sont d'une immense complexité. Quand on voit la facilité avec laquelle certains tranchent de questions qui concernent notre avenir, moi je suis absolument sidéré. Parce que pour connaître un certain nombre de sujets concrets, je sais que le moindre sujet concret est d'une très grande complexité en matière énergétique, en matière de santé, en matière d'éducation, tout ça, c'est épouvantablement compliqué. Donc l'idée qu'on pourrait imposer par des méthodes radicales... de haut en bas, du jour au lendemain. Ou de bas en haut. Ou de bas en haut, c'est quand même ça qui est plutôt à l'heure actuelle. Donc tout ça, c'est vicié parce qu'il y a une espèce de méfiance à l'égard de l'expertise, un refus de la complexité, un refus finalement de la délibération. Et puis la décision elle-même est aussi en grand péril parce qu'elle est suspectée, elle est délégitimée, et par conséquent, la démocratie ne parvient pas à délivrer, comme on le dit souvent. Par conséquent, on se trouve dans cette situation de blocage dans laquelle les 3 objectifs que je fixais pour réencastrer l'économie sont dans l'impasse absolue. Je n'exclus pas, une fois que seront surmontées les influences néfastes des ingénieurs du chaos qu'on mentionnait tout à l'heure, je n'exclus pas que les techniques de communication, d'information, de consultation favorisent le jeu démocratique que je viens d'évoquer. Mais nous n'en sommes pas là, et donc il y a à l'heure actuelle quand même un risque, effectivement, comme vous l'évoquiez à propos des années 30, le premier cycle polanien qui s'est mal terminé, c'est
Et le plus grand risque que je vois à l'heure actuelle, c'est effectivement ce délabrement de notre vie démocratique. Donc finalement, pour toutes les transitions que nous avons à gérer, il y a aussi la transition numérique, il y a la transition écologique, il y a une transition économique, démographique. Il y a un décalage de temps entre les solutions qui peuvent très bien advenir, mais dont vous ne voyez pas poindre, pour l'instant, le début du commencement. Je ne vois pas le début, mais au risque de vous étonner après tout ce que je viens de dire, je reste optimiste quand même, et je voudrais terminer sur une note positive. Pourquoi ? Parce que, évidemment, quand on observe les choses avec l'expérience que nous avons depuis quelques décennies, plus grand nombre de décennies pour moi que pour vous, mais enfin depuis quelques temps, J'en ai quand même déjà pas mal. on est polarisé par cette situation politique stupéfiante que représente la montée de Trump, du Brexit, d'Erdogan, de Poutine, de Bolsonaro, de l'évolution aussi de la Chine qui est très préoccupante. Donc tout cela paraît offrir un horizon extrêmement sombre. Ouais. Mais d'un autre côté, on voit bien que les jeunes sont en train de se mobiliser à propos du climat. Et ils sont aussi au premier rang des usages futurs des technologies numériques. Alors si certains d'entre eux sombrent dans les filets des ingénieurs du chaos, moi je suis très confiant dans le fait que beaucoup trouveront de meilleurs usages. Et finalement, comme je suis de la génération 68, j'ai toujours récusé la vision des conservateurs disant que mai 68 était l'origine de tous nos maux. Moi, je vois plutôt dans l'effet très indirect, parce qu'il n'y a jamais de lien direct entre les mouvements qu'on a observés en 68 et puis ce qui s'est produit par la suite. Mais les années qui ont suivi sont celles qui ont marqué la fin des dictatures en Grèce, en Espagne, au Portugal, qui ont vu la paix civile en Irlande, ce à quoi il faut être sensible en ces périodes de Brexit, qui ont eu la chute du mur de Berlin, qui ont vu une amélioration des conditions d'existence, l'espérance de vie, la santé, la retraite, qui ont vu des changements sociétaux incroyables, les femmes, les homosexuels, les communications, les voyages, la culture. Donc tout cela, c'est le produit des 50 dernières années auxquelles je suis sensible, et je fais confiance donc à la génération qui monte comme à celle de 68, non pas pour atteindre tous les objectifs qu'elle se fixe aujourd'hui, ça on a vu que il n'y avait pas de lien direct, mais au moins pour affronter les défis auxquels nous faisons face. Et donc rendez-vous dans 50 ans pour voir le résultat de leur travail. Eh bien, rendez-vous dans 50 ans. Merci beaucoup Jacques Mistral, et je renvoie votre livre « La science de la richesse » pour mieux comprendre la pensée économique.